Bonjour chers internautes, bonjour à tous qui êtes connectés, à vous tous qui regarderez ce live en replay. Vous êtes là pour la 4e journée des sommets du bonheur, votre rencontre autour de l'amour de soi, l'amour à deux et l'amour en famille. Aujourd'hui, c'est le jour qui vous ouvre la semaine de l'amour à deux, donc l'amour en couple. Nous allons commencer par une conférence qui se nomme « Manger ses émotions ». Vous remarquerez qu'il y a eu un petit changement de programme. Voilà, ce sont aussi les challenges du fait d'avoir autant de conférences sur si peu de temps. C'est que ça peut arriver qu'il y ait des intervenants malades ou qui ont des contraintes familiales. Donc, on a pensé à vous. On avait rendez-vous à 18h et nous sommes là un tout petit peu plus tard, le temps d'avoir trouvé une solution qui nous a permis de vous donner la conférence de ce jour, Manger ses émotions. Alors, avant de parler de manger ses émotions, j'aime beaucoup vous faire des rappels parce que les sommets du bonheur vous sont donnés par Maïna. Qui est Maïna? Maïna, c'est un concept dont je suis la fondatrice, donc je suis Laura Laventure, psychologue, psychothérapeute. J'ai d'autres titres, mais bon, on va rester sur ça aujourd'hui, puisque je travaille aussi en anthropologie et en coaching, mais on va voir ça un tout petit peu plus tard, puisque étant donné que je fais partie des conférenciers d'aujourd'hui, je vais prendre aussi le temps et jouer le jeu, comme chacun des conférenciers qu'on a présenté. Donc Maïna est votre allié santé, beauté et bien-être. Maïna, c'est véritablement l'allié qui va vous permettre de trouver des solutions pour tous les domaines de votre vie, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à votre conjoint, comme cette semaine, que ce soit par rapport à votre maison, à vos enfants, donc la semaine prochaine, tout cela dans la même plateforme. En parlant de plateforme, elle arrive extrêmement vite. Ah oui, elle arrivera même plus vite qu'on ne le pensait. On vous annoncera tout ça le dimanche 12 juillet. Restez connectés. En attendant, donc comme je vous disais, ce soir, vous aurez mangé ses émotions avec la magnifique Nélia Vitibio qui est connectée avec nous et moi-même. Et à 20h, vous aurez Annabelle Bessot qui est psychologue interculturelle dédiée aux afrodescendants qui va nous faire une conférence sur l'image de soi et le rapport au corps chez les personnes racisées. Tout cela aujourd'hui. Et une conférence qui promet d'être très intéressante, qui s'appelle Les secrets des hommes ou l'homme alpha, avec 3 intervenants, non pas des moines, puisque nous aurons une table ronde de 3 hommes dédiés aux hommes et surtout pour les femmes, puisqu'il s'agit de créer le débat. Donc, mesdames, connectez-vous pour qu'on crée le débat ensemble. Toujours, c'est votre je dirais ce que vous avez à faire ce soir, c'est vraiment de cliquer sur la cloche tout en bas du live, pour qu'à chaque fois qu'un live est lancé, vous soyez au courant et vous puissiez connecter avec nous. Et cliquez pour liker cette vidéo, pour nous donner de la force et nous permettre aussi de savoir ce qui vous a plu. Et une troisième chose, l'amour, c'est quelque chose qui se partage. Donc partagez, messieurs et dames, partagez, chers internautes, partagez l'amour qu'on vous donne tout en bas, comme Nélia vous montre. Donc Nélia, je vais commencer par te présenter un petit peu et te passer la parole. Donc Nélia, c'est une merveilleuse jeune femme qui est naturopathe et praticienne en massage. Si vous avez le dos bloqué, allez voir Nélia. Nélia, vous la trouvez sur les réseaux sociaux à Miss Bio, donc Miss B-I-O. Miss Bio, c'est sa marque. Donc Nélia est naturopathe de formation. C'est quelqu'un qui va vous apprendre du coup comment manger en accord avec votre physiologie, en accord avec ce dont votre corps a besoin et en même temps vous apporter ce packaging de bien-être avec le côté massage. Je vais laisser la parole à Nélia. Nélia, peux-tu te présenter, nous dire quel est ton parcours, quelle est selon toi ta mission de vie et plus précisément, quel est le message que tu as pour nous ce soir? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, moi, je m'appelle Nélia, je suis praticienne en massage et naturopathe, comme vient de le dire Laura.
Et en fait, moi, je considère que ma mission de vie, en tout cas ici, c'est vraiment d'apporter de l'harmonie en fait aux femmes et aux hommes qui m'entourent. Et c'est pour ça que je me suis redirigée naturellement vers la naturopathie, parce que la naturopathie, c'est vraiment une démarche holistique où on s'intéresse vraiment à la personne, mais dans toute son entièreté, dans toute sa globalité. Et on va vraiment chercher en fait la cause des problèmes, en tout cas, pour pouvoir apporter des solutions naturelles de santé. Donc on va agir sur l'alimentation, on va agir avec des plantes, on va agir par les massages également, qui est aussi mon deuxième cœur de métier. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de vous permettre de retrouver et d'avoir une meilleure hygiène de vie, donc dans votre vie de tous les jours. Donc, Maïna, c'est vraiment l'allié santé, bien-être et des médecines douces. Et j'ai vraiment à cœur, en fait, ça me tient vraiment à cœur en tout cas d'être là avec vous parce que Maïna répond vraiment à ce que moi je propose et ce que je prône comme valeur. Donc, nous voici. Ah, merci Nélia. Et, Regardez-moi comme elle est toute mignonne. et oui, petite précision, vous pouvez me retrouver sur Miss Bio-8 Lifestyle. C'est la petite précision. Voilà. Sinon, vous n'allez pas me trouver. Donc, Miss Bio-8 Ah oui, Lifestyle. merci. Lifestyle, c'est voilà. très très important. Parce qu'en effet, c'est un style de vie que tu proposes. Exactement. C'est très important. Donc, ce soir, nous allons démarrer avec la conférence qui se nomme Manger ses émotions. Et ce soir, ça sera un petit peu particulier puisque j'ai une double casquette. Je fais partie des conférenciers et je continuerai à vous présenter les conférences et à poser des questions. Donc, j'aurai besoin d'un petit temps d'adaptation, mais je pense que ça devrait. Tu vas t'en sortir, à mon avis. Je pense que donc, ça va aller. Je vais déjà commencer par jouer le... Comment? Non, je disais que tu vas t'en sortir. T'inquiète pas, ça va aller. Merci. Donc, moi aussi, je vais jouer le jeu. Je vais vous présenter qui je suis, selon moi, quelle est ma mission de vie et quel est le message que je suis venue vous apporter aujourd'hui. Donc, je suis Laura Mina Laventure. Comme vous le savez déjà et je l'ai beaucoup répété, je suis psychologue, psychothérapeute. Qu'est-ce qui m'a amenée là? Ça n'a pas été tout de suite une évidence pour moi, la psychologie. Ce qui a été évident pour moi, c'était l'écoute active des gens. J'ai toujours eu cette façon d'écouter les gens. Ça m'est venu naturellement. Au début, c'était un petit peu comme, tiens, un petit hasard. Voilà, quelqu'un vient, me dépose quelque chose, me dépose son histoire, me dépose son challenge, me dépose ses défis, me dépose une confidence, un secret. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi les gens viennent comme ça me parler? Qu'est-ce qui se passe? Bon. J'en ai parlé à ma maman, qui à l'époque m'avait dit, bon, tiens, peut-être que tout simplement, les gens voient chez moi quelque chose qui permet qu'on se confie. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte que c'était une manière pour moi de prendre soin des gens. Et ça a été vraiment cela qui m'a plu dans le métier de psychologue, c'est que ça conciliait mes passions, qui sont le fait d'apporter par exemple de l'art, des techniques, des outils, de dessiner avec les gens, et en même temps de prendre soin des gens. Donc la psychologie, ça a été une manière de concilier toutes les choses que j'ai. Donc je pense que véritablement ma mission de vie, c'est au-delà de prendre soin, c'est d'apporter de l'amour aux gens. Parce que quand on aime quelqu'un, à mon sens, on prend soin de cette personne, on lui apporte des attentions, on pense à elle. Donc c'est ce que je fais depuis presque 10 ans. presque 10 ans avec mes patients. Et je suis aussi anthropologue et ethnologue social dans la mesure où au début, juste après mon diplôme, j'ai eu un petit temps d'ajustement et je trouve que c'était assez confortable pour moi, le fait d'être étudiante. Donc je suis allée en anthropologie avec la volonté de trouver une manière de me spécialiser pour ma communauté. Au fur et à mesure, j'ai fait pas mal de DU comme ça, DU, diplôme universitaire, excusez-moi, qui m'ont amené à des manières de faire qui me semblent adaptées pour ma communauté. J'ai découvert ainsi la psychogénéalogie, la psychologie systémique, c'est-à-dire vous au centre d'un système qui montre les types de relations que vous avez autour de vous, que ce soit des relations favorables à potentialiser que des relations autres.
Euh, il y a aussi la psychologie interculturelle à laquelle je me suis formée, la psychogénéalogie, les constellations familiales, et je suis aussi professeure à l'occasion. Et depuis 2008, je me suis formée pour être coach. Donc, je suis coach personnel et professionnel et je suis l'auteur d'un parcours que j'ai appelé Transcendance de soi. Parce que finalement, ma manière de pratiquer amène vraiment cela. Passer d'un état A à un état B, un état qu'on constate bien souvent qui n'est pas particulièrement désiré ou qui n'est pas gênant, mais en tout cas qui est en désalignement avec ce que l'on veut vraiment, à un état B qui est beaucoup plus en accord avec ce que l'on veut. Et je dirais que l'idée, c'est d'aller vers la meilleure version de soi. Donc c'est cela, la transcendance de soi. Et c'est ce que je vais essayer de vous apporter en termes de message. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de manger ses émotions. Étant donné que j'ai la double casquette, il faut passer directement à la conférence. Manger ses émotions, mais qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, mais bon, pourquoi avoir choisi un tel titre de conférence? L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'imaginer qu'à un moment, peut-être que ce qui vous arrive, votre humeur, la morosité, le stress, le fait d'avoir une faible motivation puisse être complètement lié à une mauvaise alimentation, un dérèglement quelque part au niveau de vos intestins, un non-respect de vos besoins physiologiques. L'idée, c'est de vous permettre non seulement de faire le lien, mais aussi de vous rendre compte quelles sont les habitudes qui peut-être sont défavorables pour votre vie. Alors, la chose que je peux vous proposer, c'est que depuis quelques années, il y a beaucoup de spécialistes qui s'intéressent à la question et que derrière cela, il y a le fait que les bactéries de notre intestin, à un moment, vont être un petit peu perturbées par ce que l'on va manger. Les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries vont faire une sorte de danse. Au fur et à mesure de ce que l'on va manger, notre comportement alimentaire et nos émotions vont vraiment être liés. Étroitement liés, je dirais même. La gestion de la nourriture peut être associée à des événements particuliers. Enfin, avant de venir à ça, je vais simplement vous introduire le fait que manger est un mécanisme d'adaptation. Il y a ce qu'on appelle le co-oping. C'est vraiment l'art de transformer des épreuves en manière d'affronter la chose. C'est-à-dire que vraiment passer d'un moment désagréable, de surmonter en fait l'épreuve qu'on est en train de traverser. Donc manger ses émotions, c'est vraiment une manière de s'adapter au stress que l'on ressent, de l'atténuer, que ce soit du stress, de la peur, de la colère, quelles que soient les émotions négatives que vous vivez, de l'ennui, la solitude. Parfois, les émotions sont liées à nos habitudes alimentaires. Donc, pour revenir à ce que je disais, nos comportements alimentaires et nos émotions sont à ce point liés que, par exemple, quand on n'a pas en soi d'habitude. C'est au fur et à mesure du nourrissage que l'on développe une relation positive et sécure avec notre parent. Et on reçoit de l'amour. Donc, l'alimentation peut être liée à ce moment de sécurité, à ce moment d'apaisement. Aussi, quand on recherche une manière de s'apaiser, on peut aller du côté de l'alimentation en rappel de ces moments-là. Il n'est donc pas étonnant que l'acte de manger consiste vraiment à ramener de l'équilibre émotionnel, puisqu'on a ces engrammes, on a ces souvenirs-là engrammés dans notre tête. Myria, tu as quelque chose à apporter de plus à nos internautes? J'ai un petit peu monopolisé la parole, excuse-moi. Non, du tout, du tout. Bah oui, en fait, tu as parlé de choses en fait qui sont essentielles. Et bah, je ne sais pas si on me voit là dans le. On me dit à la régie qu'on ne me voit pas en fait, apparemment, mais je ne sais pas. Enfin, je t'entends pas toujours. Je ne sais pas tu si m'entends c'est que là de mon côté. Tu m'entends? Oui, là ça y est, je t'entends. Ok, qu'est-ce que la régie te dit? Qu'on me voit pas en fait apparemment à l'écran.
Mais bon, c'est peut-être pas. Enfin, je sais pas si toi tu me vois, mais apparemment on me dit qu'on me voit pas. Mais, Hum, Moi, je te vois bien. Donc, ok. Bon, bah écoute, à c'est pas mon grave, on sens, va c'est pas au continuer. niveau de l'image. Le problème, c'est le son. Ah, bah je vais parler un petit peu plus fort du coup pour qu'on m'entende. Donc je disais que effectivement tu as parlé de choses essentielles en fait hein, en parlant de nourriture et d'alimentation. Et c'est vrai que quand on parle de manger avec ses émotions, bah, il y a plusieurs choses en fait qu'on peut mettre en avant. Il y a le fait bah, déjà de manger littéralement ses émotions. Donc c'est vraiment qu'on va pouvoir ressentir en fait bah, que ce soit de la colère, de la joie, de la tristesse, que ce sont des émotions justement qu'on va taire, qu'on va refouler, qu'on va garder en fait au fond de soi. Et du coup, on va avoir une sorte de compensation en fait alimentaire, comme si en fait on voulait remplacer justement ce qu'on ressent par l'alimentation. Donc c'est quelque chose que tu as très bien abordé. Et effectivement, en adoptant en fait cette attitude-là en fait de manière répétée, on peut arriver justement bah, sur des addictions et sur des troubles alimentaires, voire des compulsions alimentaires qui peuvent justement nous amener à rencontrer en fait différentes pathologies au niveau intestinal. Et c'est ce que tu essayais de traduire en fait par le fait de parler, en parlant des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. C'est-à-dire que bah, en fait on va avoir notre microbiote. Donc le microbiote, pour rappel, ce sont tous les micro-organismes en fait qui se trouvent en fait au niveau intestinal, en fait, qui vont se retrouver en fait déséquilibrés parce qu'on va avoir une prédominance pardon, de certaines bactéries sur d'autres. Et c'est ce qui se passe par exemple quand on parle de candida albicans. En fait, on a bah, les bactéries en fait afférentes au candida en fait qui prennent le dessus sur les autres. Et effectivement, à ce moment-là, on peut commencer à parler de déséquilibre et bah, y associer également, il y a d'autres raisons, hein, mais on peut également y associer d'autres pathologies qu'on peut rencontrer au niveau intestinal. Donc effectivement, les émotions, on a pas mal d'émotions en fait qui influent sur nous-mêmes, qui influent également sur notre alimentation, et c'est ce que tu as commencé à introduire bah, dans ce sujet. Laura? Ah ok, tout à fait. oui. L'idée, c'est de vous permettre, chers internautes, de comprendre ce qui se passe quand une émotion vous traverse, une émotion que vous pouvez, à laquelle vous pouvez donner une valence négative, quand elle arrive et que vous avez cette envie, cette appétence, voire peut-être cette compulsion à aller vers la nourriture. Mhm. Tu voulais nous parler de lait maternel. Tiens, Bah, alors, on dit souvent qu'on a une appétence en fait vers tout ce qui peut être sucré, ou alors quand on a un coup de mou ou un coup de barre, en fait, on va avoir tendance à bah, aller sur la petite tablette de chocolat ou aller acheter des bonbons. On va se diriger instinctivement en fait vers ce qui est sucré en fait et vers le sucre pour différentes raisons. Le lait maternel, je voulais en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première nourriture, en fait, enfin une des premières en tout cas, qu'on a en fait en étant enfant. Et le lait maternel a bah, des composantes qui sont déjà nutritives en fait pour l'enfant. Et en deuxième chose en fait qu'on peut dire aussi du lait maternel en fait, c'est qu'il est légèrement sucré. Donc déjà tout petit, on a déjà notre cerveau en fait qui comprend que lorsqu'on ingère quelque chose de sucré, en fait, on a déjà quelque chose de réconfortant. Parce qu'on prend le lait maternel quand on a faim, en tout cas quand on est enfant, et le fait d'avoir faim et d'être alimenté justement par le lait de sa mère, en fait, qui est aussi, bah, qui fait office aussi de protection. Hein. La mère, on rappelle, elle est là aussi pour éduquer son enfant, elle porte son enfant. Donc le fait d'avoir ce lien direct en fait entre la maman et l'enfant en fait déjà tout petit via le lait maternel, on a déjà ce sentiment en fait de réconfort, ce sentiment de satisfaction et de plaisir qui va commencer en fait à rentrer dans le circuit de la récompense en fait, puis on va grandir et puis en fait on va comprendre que bah, le côté sucré en fait c'est quelque chose qu'on va associer en fait au plaisir, ce qui fait que inconsciemment, sans forcément faire le schéma, je veux dire physiquement, inconsciemment en fait on va aller se diriger vers ce qui est de sucré.
Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, oui. Ah, Alors, ok. ça coupe un peu, mais j'espère, enfin, il faudrait demander à Ah, la régie s'ils t'entendent de manière fluide. Mais ah peut-être je qu'il... comprends. Ok. Ah oui, j'avais une question, puisque C'est vrai que la connexion, quand on là, préparait ça cette coupe un petit peu, conférence, effectivement. justement, on parlait du sucre corporel, de l'apport d'alimentaire. Ça coupe un peu chez moi? Bah, là, en tout cas, moi, ça a coupé. Du coup, j'ai pas entendu ce que tu disais. Là, c'est Ah, bon. tiens donc. Euh, Là, c'est bon. Mm. Ah, parfait. Je te demandais si tu pouvais faire le lien avec les aliments transformés, puisque tu as parlé de sucré, Mhm. du fait qu'étant donné que le lait maternel est légèrement sucré, on peut l'associer au fait que le goût sucré soit agréable. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'il en est des sucres qui ne sont pas naturels, c'est-à-dire les aliments transformés, les gâteaux, les bonbons, le sucre en soi? Mhm. Alors, dans notre alimentation en fait quotidienne, on a une alimentation, en tout cas, nous sommes situés sur Paris, en région parisienne, enfin en France, et c'est vrai que le rythme de vie en fait qu'on a fait qu'on a tendance en fait à consommer en fait une alimentation industrielle en fait, on peut dire industrielle, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont déjà fabriquées, qui sont déjà cuisinées en fait à très haute température et notre rythme de vie, c'est-à-dire que le fait de concilier notre vie privée, donc le matin de se lever très très tôt, le soir de rentrer très tard, d'avoir très peu de temps en fait qui sont réservés en fait à la cuisine et à la préparation des repas, fait qu'on a une prévalence en fait à se rediriger vers des choses qui sont déjà toutes faites, toutes préparées et qui sont déjà plus pratiques en tout cas à manger. Donc ces aliments-là, il faut savoir une chose en fait que ce sont des aliments en fait qui sont cuits, comme je vous l'ai dit, à très haute température, donc qui peuvent contenir en fait pas mal de substances en fait toxiques en fait qui vont être considérées comme toxiques en tout cas pour notre organisme. Et ce sont des aliments dans lesquels aussi on va rajouter du sucre, donc du sucre raffiné, hein, pas simplement du glucose mais du sucre raffiné, pour pouvoir en fait comment je peux dire ça? Pour pouvoir... il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà d'avoir un goût en fait qui va être modifié. Donc on va avoir ce goût sucré, on va vouloir y revenir, en fait, en manger en fait de plus en plus. Et il y a aussi le fait de pouvoir, je ne vais pas le dire comme ça, mais de pouvoir en fait remplir l'assiette en fait, remplir le contenant, si je peux dire ça comme ça. Et donc ces sucres rajoutés et ces graisses en fait saturées vont faire que notre organisme en fait ne sera pas en mesure en fait de pouvoir les traiter. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des mammifères, et notre corps en fait a l'habitude de manger, on va dire, et il est préférable en fait qu'on consomme une alimentation qui soit beaucoup plus alcaline que acidifiante. Et du fait de manger justement une alimentation qui soit beaucoup plus alcaline, on a vraiment besoin d'apporter en fait dans notre alimentation des aliments qui sont crus dans la mesure du possible, qui sont déjà remplis de nutriments, ce qu'on va trouver en fait lorsqu'on prend en fait les légumes, en fait, qu'on cueille les légumes et les fruits directement à la source, et qu'on a besoin également d'eau et de beaucoup de vitamines. Donc toutes ces choses-là, en fait, qui sont des éléments qui sont naturels, qui sont modifiés en fait à la cuisson, ce sont des choses qu'on va trouver dans une alimentation qui est beaucoup plus crue. Une alimentation industrielle, en fait, où vous avez déjà des graisses saturées, vous avez également du sucre, en fait, qui a été rajouté, sans parler des additifs et de toutes les autres substances, en fait, qu'on peut y retrouver. En fait, ça va être une alimentation qui va être moins bonne, en fait, pour notre organisme. Après, tout est une question d'équilibre. On a tous des vies sociales, en tout cas, qui sont différentes. Et l'idée, en fait, c'est que si on est amené, en tout cas, à en consommer, de pouvoir rééquilibrer et que ce ne soit pas une prédominance, en fait, dans notre alimentation. Hmm. En ce qui concerne, excusez-moi, en ce qui concerne les émotions, merci beaucoup pour le côté alimentation. En ce qui concerne les émotions, je dirais, cher internaute, que la première des choses à faire, ça serait d'identifier l'émotion qui vous travaille autant.
On va prendre l'exemple du stress. Vous êtes stressé, vous avez l'habitude de manger vos émotions, en tout cas d'utiliser cette habitude alimentaire, ce comportement alimentaire pour calmer votre stress, vous mangez. Et au fur et à mesure, un stress, vous mangez, etc. Et que va-t-il se passer? Au fur et à mesure, vous allez nourrir les mauvaises bactéries, comme vous l'expliquez un petit peu mieux quand même, et ces mauvaises bactéries, au fur et à mesure, vont vous donner envie de plus en plus manger les mêmes choses, que ça soit sucré, que ça soit gras, et au fur et à mesure, votre stress va finir par vous faire grossir. L'idée, c'est vraiment que plus la réponse sera l'alimentation, avec bien souvent une alimentation modifiée, c'est-à-dire qu'en dehors de on va avoir Allô Laura? une alimentation tout à fait normale, juste les petits stress du quotidien, et qui vont faire que la balance va vous montrer aussi que Allô Laura? peut-être qu'il est temps de changer un petit peu vos habitudes alimentaires. Allô, allô? Lélia, tu es toujours avec moi? Alors, oui. Je crois qu'on a vraiment des petits soucis de connexion. Ouais. Je ne sais pas si tu m'entends. Lélia? Là, je t'entends, mais ça a coupé en fait quand tu Allô, parlais, allô? donc j'entendais pas ce que tu me disais. Oups, d'accord. Je vais essayer de reprendre un petit peu. Décidément, mon opérateur Internet m'a menti quand ils m'ont dit que la connexion était fluide. Alors, je disais simplement qu'il y a un lien en fait entre le stress et l'alimentation qui amène au fur et à mesure à grossir véritablement. Dans la mesure où tous les petits stress du quotidien viennent être apaisés par l'alimentation. Ça devient donc une habitude alimentaire. Et au fur et à mesure de cette habitude alimentaire, vous allez, quels que soient finalement les petits stress, que ce soit les gros ou les petits, vous allez consommer, que ce soit des aliments sucrés, des aliments gras ou salés, quels que soient les aliments qui répondent, enfin, qui selon vous répondent à ce stress. Les liens, tu voulais nous faire entre le stress, toutes ces émotions dont on parle depuis le début, et le confinement. J'ai trouvé ça très intéressant. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, oui, oui. Il faut dire que le confinement en fait nous a fait connaître en fait une situation vraiment unique en son genre, hein, parce que c'est quelque chose d'inédit pour la plupart de nos générations. Et on a dû donc tous s'adapter en fait autant que faire se peut. Et pour pouvoir s'adapter, on a dû tous rester chez soi, reprendre des habitudes différentes en fait de la routine en tout cas qu'on avait pu installer. Et il se trouve en fait que dans la mise en place en tout cas de ce confinement, on a ce qu'on appelle en fait des émotions qui sont liées en fait un peu aux émotions qu'on peut ressentir en fait en temps de guerre, hein, avec pour certaines personnes en tout cas du stress post-traumatique. On a également, tout ça, ce sont des études hein, qui disent ça. Hein. C'est pas des choses en fait qui viennent de mon fait. On a également en fait des personnes en fait qui se sont retrouvées en situation de colère. De colère pourquoi? Parce que à force de rester chez soi, en fait, on peut plus aller on se retrouve en fait frustré parce qu'on est privé en fait de ce qu'on aime faire. On se retrouve aussi en situation d'énervement parce qu'on se retrouve enfermé. Donc du coup, on a aussi la peur du manque. On avait aussi, quand le confinement a commencé, en fait, la peur de ne pas survivre parce qu'on a eu beaucoup d'inconnus en fait au début quand le confinement est arrivé. Au fur et à mesure, ça s'est dissipé et les gens ont appris en fait à vivre différemment. Mais c'est vrai que au début, en fait, ça a été difficile pour beaucoup de personnes. On a également eu des émotions de peur, la peur de tomber malade, et ce sont des sentiments en fait qui existent encore aujourd'hui, des émotions que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui. La peur de tomber malade, la peur d'être contaminé ou de contaminer d'autres personnes, la peur de ne pas pouvoir revoir ses proches. Pour d'autres personnes, ça a été aussi des sentiments de peur
de ne pas pouvoir reprendre un travail. Et c'est encore le cas encore pour beaucoup de personnes, hein. Là, c'est pas quelque chose de terminé. Donc, toutes ces émotions, en fait, engendrent en fait en nous euh, des, euh, comment je peux dire ça? Un sentiment en fait d'incertitude qui va impacter en fait notre alimentation, qui va impacter notre environnement et qui va impacter en fait la manière dont on a en fait d'appréhender la vie aujourd'hui. Et ces émotions-là en fait, ce sont des émotions qu'on apprend en fait à gérer, avec lesquelles on apprend à vivre, avec le corps, avec lesquelles en fait le corps s'adapte. Ce que j'aime souvent dire, c'est que et ce qu'on dit aussi en naturopathie, c'est que notre corps, il a une faculté d'adaptation et du fait qu'on lui apporte en fait différents éléments, que ce soit par l'alimentation, par les émotions, par notre environnement, en fait le corps va s'adapter. C'est-à-dire qu'il va essayer de maintenir de l'équilibre dans le déséquilibre que nous on lui apporte, que ce soit d'un point de vue alimentaire ou d'un point de vue émotionnel. Et ça, en ça, le corps en fait humain est vraiment très très fort parce que il a cette capacité d'adaptation en fait, mais vraiment infinie, et il ne tient qu'à nous en fait de pouvoir l'aider en fait à s'adapter au mieux dans l'environnement dans lequel on vit. Donc ça c'est d'un point de vue émotionnel en tout cas par rapport au confinement, et c'est pour ça que qu'on insiste en fait sur la période de post-confinement où voilà où il faut accompagner en fait chaque personne dans son mode de vie, dans son hygiène de vie, que ce soit dans la reprise en fait au travail ou dans la reprise en fait d'activité des enfants. Il faut en fait prendre en compte justement la gestion de ses émotions et apprendre justement à, à pouvoir à vivre avec et je ne veux pas dire à s'en débarrasser ni à les refouler parce que du coup ce serait comment dire, ce serait délétère en fait, hein. À force de refouler en fait les choses, on finit par les garder en nous et ça finit par créer des stases. Donc, on finit par ressentir des douleurs, par avoir des fois on a mal à la tête, on ne sait pas vraiment pourquoi, on a mal au ventre parce que on a entendu une information et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Et en fait toutes ces émotions là, en fait il faut apprendre à s'en libérer. Celles qu'on a en fait avec lesquelles on a appris à vivre jusqu'à présent, en fait il faut apprendre à s'en libérer et surtout à les exprimer en fait. Les émotions en fait sont faites pour être exprimées et non pas pour être refoulées. Quand on pleure en fait, on a des larmes qui coulent. Les larmes elles servent en fait comment dire, à fluidifier en fait l'œil, mais on doit vraiment comment je peux dire ça, les faire sortir en fait de notre corps. C'est pas pour qu'elles restent en fait à l'intérieur en fait. L'idée, en effet, comme tu l'as dit, et parmi les pistes que je peux vous donner de gestion de la nutrition émotionnelle, c'est vraiment, comme tu l'as bien dit, Mélia, identifier l'émotion. En effet, arrêter de manger ses émotions nécessite de comprendre dans quelle situation cela arrive. Donc, voir au fur et à mesure à l'intérieur de soi ce qui se passe et identifier la situation. D'ailleurs, parmi les pistes que je peux vous donner, chers internautes, on peut faire tout simplement un journal de consommation, un journal de suivi de ce qui vous arrive au niveau alimentaire. Vous pouvez y mettre à chaque fois que vous mangez, noter ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez été stressé, fatigué, triste, anxieux, frustré? Est-ce que vous en oubliez? Et puis, notez, scorez ce que l'heure de sensation en utilisant une échelle de 0 à 100. 0, c'est pas présent, c'est pas important, et vous ne croyez pas, enfin, voilà, vous ne sentez pas tout ça dans votre vie. 100, c'est pleinement présent, c'est très important, et vous ressentez une émotion tout à fait distincte, et en tout cas, s'il y a une pleine présence de l'émotion à l'intérieur de vous, c'est très intense. Et si je peux me permettre de rajouter... Et cet exercice a vraiment pour volonté de vous permettre d'identifier... Oui.
Non, Oui, non, oui, j'allais oui, dire vas-y, Nélia, je pour, t'écoute. pour Oui, on compléter t'écoute. le journal alimentaire en fait dont tu parles, c'est quelque chose aussi que je fais du coup dans ma pratique. Et c'est vrai que c'est vraiment important en fait d'avoir ce journal alimentaire parce que ça nous permet vraiment d'associer en fait la prise alimentaire, en tout cas pour tout ce qui est alimentaire. Après, on peut y associer d'autres choses hein, au journal. On peut y associer aussi l'état de son transit, on peut y associer aussi l'état de sa miction, on peut y associer plein de choses. Et c'est vrai que le journal alimentaire permet vraiment de faire le lien en fait entre la prise alimentaire et des émotions ou des symptômes ou des choses en fait qu'on va pouvoir ressentir. Donc oui, là sur ça, je te rejoins complètement. D'ailleurs, une chose que vous pouvez rajouter dans le journal alimentaire, ce sont les pensées. Les pensées qui vous ont traversé avant le fait de manger, si vous arrivez à identifier cette pensée, la pensée qui vous accompagne pendant que vous consommez vos aliments et la pensée qui succède à la prise de nourriture. Donc, c'est vraiment pour vous permettre d'identifier ce qui se passe pleinement à l'intérieur de vous, autant dans votre discours intérieur que dans ce qui est suscité en termes d'émotions. Donc, Mhm. c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de répondre à toutes les questions telles que à quel moment avez-vous mangé cela en semaine, en week-end, que mangez-vous pour répondre à ces émotions, quelles émotions vous font craquer. Peut-être qu'il y a certaines émotions qui vous font un petit peu moins craquer que d'autres. Et une fois que vous pouvez analyser vos situations, vous essayez de mettre en place des stratégies. On va voir ça après que Nélia nous ait parlé de son lien. Alors, tu parlais du mode alimentaire, de ce qui est récurrent euh, et du lien entre l'alimentation et l'addiction. C'est très intéressant. De ce qui est récurrent. Nélia. Bah, oui, moi je t'entends. Tu m'entends? Tu Oui, m'entends, oui, c'est je bon? t'entends avec du retard, mais c'est bon, vas-y. Ah ok, bon, il y a peut-être un petit un temps de décalage. Donc du coup, oui, je disais qu'en fait, de ce qui est récurrent, en tout cas aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'on a tendance en fait à manger en fait des plats qui sont déjà préparés, qui sont déjà faits, et et du coup, par manque de temps et par manque de comment dire, d'organisation, en tout cas dans notre vie actuelle, où on essaye de concilier pardon, vie privée et vie professionnelle, on a souvent tendance en fait à aller au plus facile, en fait, au plus simple. Et du coup, on a une alimentation en fait qui est vraiment dénutrie. Euh, on a aussi bah, tout ce qui est lié en fait aux habitudes et au comportement, c'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est un peu ce que tu m'expliquais bah, dans la préparation du live en fait, c'est que les chiens ne font pas des chats, tout simplement. C'est que si dans notre éducation en tant qu'enfant, on a appris à manger un certain type d'aliments, et ben il y a très forte chance qu'à l'âge adulte, en fait, on se retrouve en fait à manger ces mêmes aliments. Donc ça, il n'y a pas il n'y a pas de mystère là-dessus. Il nous appartient en fait à nous en tant que personne et en tant qu'individu de nous éduquer et d'où le rôle aussi du naturopathe. En fait, le naturopathe, c'est celui qui permet d'éduquer à la santé, donc d'éduquer en fait les personnes pour leur permettre de mieux s'alimenter. Et, euh, pour rejoindre en tout cas la thématique de la semaine, hein, qui est de l'amour à deux, dans les couples, ce qu'on rencontre aussi souvent, c'est qu'on a en fait bah, une des deux personnes en tout cas qui est concernée par une alimentation, une meilleure alimentation, en tout cas qui a envie de faire l'effort de mieux manger, mais il se trouve que le conjoint est un peu réticent ou a moins envie, ou alors a envie de manger certaines choses, et du coup on se retrouve en fait bah, le soir à préparer deux plats différents, la journée aussi, et du coup ça casse un petit peu comment on appelle ça, les petits moments de famille, le petit cocon en tout cas qui se crée, ça peut être aussi sujet à beaucoup de débats, voire enfin des disputes, peut-être pas à ce point, mais ça peut être le sujet de beaucoup comment je peux dire ça, de, de, de discussions modérées, on va dire, dans le couple.
le fait d'avoir bah, cette alimentation en tout cas différente. Ah, tu souris, tu souris, donc je pense que tu vois de quoi je parle. Et donc il y a ça, et puis il y a aussi bah, toutes les personnes en tout cas qui... Ouais. Ah, donc tu vois très bien, tant mieux. Tu as aussi beaucoup de personnes en tout cas qui veulent bien manger, qui veulent manger bio. Et en mangeant bio, en fait, elles vont tout simplement faire un déplacement de ce qu'elles ont l'habitude de manger. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas améliorer leur alimentation, elles vont déplacer en fait. Et c'est là en fait où on va parler aussi d'addiction alimentaire. C'est-à-dire que les gâteaux qu'elles avaient l'habitude de manger, eh ben, elles vont essayer de trouver le substitut, mais version bio. Mais dans ce cas, il n'y a pas vraiment d'amélioration. On va dire que c'est bien, c'est un moyen de substitution en fait à moyen terme. Oui, à moyen terme en fait pour pouvoir s'affranchir en tout cas de certains additifs ou de certaines substances. Mais dans l'absolu, en fait, on apporte quand même les mêmes nutriments en fait à notre corps. Donc au final, pour qu'il y ait vraiment une amélioration, il va falloir un changement en fait de manière plus profonde. Mhm. Chers internautes, n'oubliez pas, il faut toujours cliquer sur la vidéo pour nous dire à quel point vous l'avez aimé. Cliquez sur la cloche, comme ça, dès qu'un live est lancé, vous êtes prévenus. Et l'amour, c'est toujours quelque chose qui se partage. Et encore plus l'amour à deux. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous donner une deuxième solution en ce qui concerne l'alimentation, la nutrition émotionnelle, le fait de manger. Ça va vous paraître très certainement étrange ce que je vais dire, mais plus vous allez fuir ces émotions, donc vous dire non, 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 ça va passer, il ne faut pas que je mange, mes émotions, tout ça, plus ça va augmenter l'intensité de vos émotions et plus vous vous créez du coup. Comment? Non, non, je t'écoute, hein. Myriam? Je suis là. Allô, allô? je... Allô? Décidément, il y a Ah oui, vraiment tu des es là. problèmes de Excusez-moi. connexion là. C'est la Vous connexion avez là. tendance à les amplifier, à vous focaliser. Ce soir, la connexion Internet nous a lâchés. Bon, Ouais. j'espère que vous allez réussir à nous entendre quand même. Je disais tout simplement que plus vous fuyez vos émotions, plus vous vous focalisez dessus en fait. Plus vous allez donc augmenter leur intensité. Donc l'idée, c'est vraiment à un moment de comprendre, comme on disait un petit peu plus tôt, donc, dans quelle situation vous êtes par rapport à l'alimentation et par rapport à vos émotions, et après, tout simplement, à les accepter, à vous dire, ok, c'est comme ça. Pour le moment, mon fonctionnement, il est celui-là. J'ai tendance, quand je suis stressée, à manger mes émotions. Et aussi simplement vous dire, ok, le stress, je le gère ainsi. Donc simplement, lorsque vous mangez, votre alimentation, l'alimentation vous permet d'oublier votre émotion. C'est comme si c'était un échappatoire. Donc simplement, quand vous vivez l'émotion, vous dire c'est ok. C'est ok aussi d'être stressé. Ça fait partie du panel d'émotions auquel j'ai accès. Et à force d'être confronté à une situation, tout en vivant l'émotion, vous finirez par diminuer l'intensité de celle-ci naturellement. Parce qu'en fait, vous acceptez que ça fasse aussi partie du panel de vos émotions, plutôt que de chercher à la faire fuir systématiquement. Donc, je vous sollicite la prochaine fois que vous allez avoir une expérience comme ça avec une envie de vous nourrir pour calmer vos émotions, essayez de rester tranquille, simplement observer cette envie qui est là, un petit peu comme d'habitude, et observer cette envie en vous disant, bah, pourquoi pas, ceci aussi passera. Tout comme vous avez vu les émotions d'avant passées, les émotions, que ce soit les émotions positives, les émotions négatives, ceci aussi passera. Donc, vous rappelez simplement que dans l'instant présent, vous pouvez regarder votre émotion avec bienveillance et vous dire c'est ok, ça fait aussi partie de ce que j'ai à vivre. Et prendre un temps, que ce soit peut-être 5 minutes,
et au fur et à mesure augmenter des temps en fait pour observer cette émotion, observer à quel point, en croyant vraiment à quel point elle peut s'en aller. Et vous apprendrez en fait à tolérer de mieux en mieux et à accepter de mieux en mieux cette émotion. Donc l'idée c'est vraiment de lâcher prise. Qu'est-ce que tu en penses, Nélia, sur le fait de lâcher prise quand on a des émotions qui nous traversent? Alors, je trouve que c'est vraiment bah, une des meilleures choses à faire, en fait, lâcher prise. On en parle souvent, en tout cas en ce moment, avec bah, tout ce qui va être lié à la méditation, à la relaxation. En fait, lâcher prise, en fait, c'est vraiment lâcher le mental. Lâcher le mental pour différentes raisons. En matière d'alimentation, euh, il faut savoir une chose, c'est que man- pourquoi on mange en fait. Manger, c'est se nourrir, mais se nourrir pourquoi? Pour faire fonctionner en fait nos cellules. Nos cellules ont besoin de nutriments pour fonctionner. Elles ont besoin de glucose, elles ont besoin de protéines, elles ont besoin de lipides, elles ont besoin pour fonctionner, pour survivre, pour assurer en fait la survie en fait dans notre corps, pour produire de l'énergie, pour communiquer entre elles. Là, ce sont vraiment les véritables raisons de notre alimentation. Donc, quand on va manger en fait, ne serait-ce qu'un repas qui, euh, qui, on va dire, est moins bon que d'habitude. Je prends un exemple d'un fast-food, par exemple. Le fait de manger en fait un repas qu'on n'a pas l'habitude de manger, ou même si on a l'habitude de manger, c'est pas très grave. Vaut mieux le manger en conscience, c'est-à-dire en sachant que bah, je le mange, ok, bon, ça va me faire un petit peu de mal aujourd'hui, mais je le mange, j'accepte en fait ce que je mange, plutôt que de manger un repas et de se dire oh là là, mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi je fais ça, mais c'est pas bien. On va créer encore plus comment dire, on va créer plus d'enzymes en fait délétères que si en fait ce repas-là en fait on le mange en disant bon bah je mange aujourd'hui, j'assume ce que je fais, c'est aujourd'hui, ce ne sera pas demain, et puis voilà. Donc lâcher prise en fait sur son repas, lâcher prise sur soi, ça va aider aussi à avoir une meilleure digestion. La digestion en fait se fait quand le mental est au repos. Si on est dans un cas de figure où on est amené en fait à manger en fait bah, comme ça arrive pour beaucoup de personnes hein, deux réunions ou manger en fait en 5 minutes, et ben, la digestion ne pourra pas se faire de manière optimale, en fait. Imaginez que vous ayez, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Imaginez que vous ayez deux roues en fait qui sont juxtaposées les unes aux autres, qui tournent, les deux roues tournent, et que pour pouvoir tourner en fait, la roue de gauche a besoin de la roue de droite et la roue de droite a besoin de la roue de gauche. Il se trouve que quand la roue de gauche est en train de fonctionner, la roue de droite va ralentir en fait pour permettre à la roue de gauche de fonctionner. Quand la roue de droite va vouloir accélérer, c'est la roue de gauche qu'il va falloir ralentir. Et dans notre corps, en fait, c'est la même chose. On doit lâcher prise en fait quand on mange, si on veut avoir une meilleure digestion, en tout cas la meilleure qui soit pour pouvoir utiliser les nutriments qu'on mange, qu'on assimile, pardon. Euh, on doit pouvoir en fait le faire en lâchant prise en fait. Lâcher prise, c'est permettre à son corps d'utiliser au mieux les nutriments qu'il va extraire en fait de l'alimentation en fait qu'on ingère. Donc lâcher prise, c'est vraiment important. C'est la base, si je peux dire ça comme ça. Hmm. D'ailleurs, ce que tu dis me fait penser à la méditation alimentaire. Donc, manger en conscience de ce que l'on mange. Mmh. D'ailleurs, j'avais un professeur au mon cursus d'addictologie qui nous sollicitait à mettre un grain de raisin dans notre bouche Mhm. et à l'observer tel quel dans Mhm. notre bouche. Une fois, donc quelques secondes, peut-être 20 secondes, croquer une seule fois le grain de raisin pour en recueillir toutes les saveurs. Et au fur et à mesure, comme ça, prendre son temps pour sentir toutes les saveurs. Et je n'ai pas dit, mais même avant de croquer le raisin, il y a déjà des saveurs qui se diffusent dans votre bouche. Donc, prendre conscience de ce que l'on mange, c'est vraiment important, non seulement pour dissocier l'alimentation
le fait de manger, du fait d'apaiser les émotions, mais aussi prendre conscience du goût de ce que l'on mange. Parce que certaines personnes, quand elles mangent leurs émotions, ne pourront pas vous dire dans une heure ce qu'elles ont mangé. Pourtant, de manger en conscience peut vous permettre aussi de comprendre les goûts, de savourer de nouveau ce que vous mangez. C'est vrai. Une chose que j'avais à vous dire, c'est... Oui, oui, Nadia? Non, je disais que ce que tu dis, oui, c'est vrai, en fait, manger en conscience, c'est vraiment prendre conscience, c'est indiquer de manière plus subtile, du coup, indiquer en fait à nos cellules, même si ça se fait de manière physiologique, mais c'est vraiment leur indiquer, voilà ce que je t'apporte aujourd'hui pour que tu puisses fonctionner, voilà ce que je te donne en fait pour que tu puisses faire ce que tu as à faire. Donc oui, manger en conscience, oui, ça s'inscrit également dans ce que tu dis. Ouais. Enfin, ce que je veux dire s'inscrit dans ce que tu étais dit en train de dire. Une chose que l'on peut faire aussi, c'est trouver un autre moyen d'alimenter ses émotions. L'idée n'est pas de fuir l'émotion, comme on disait, l'idée c'est vraiment d'en prendre conscience. Donc il ne s'agit pas de fuir l'émotion en faisant une autre activité. Cela demande simplement de vivre en accord avec ce qui est important pour soi. Voilà. Donc vous pouvez trouver d'autres manières d'alimenter vos émotions. Ça peut être, vous pouvez avoir par exemple à identifier derrière vos envies de manger une envie de combler un vide. L'idée, c'est de trouver une manière de combler ce vide autrement qu'en mangeant. Par exemple, je sollicite beaucoup mes patientes à trouver des manières de se sentir bien en réussissant une tâche, par exemple. Donc, se créer des petites victoires au quotidien. Et au fur et à mesure, vous pouvez remplir une liste de réussites qui, je l'espère, en tout cas, pourront s'appliquer à vous, serait un moyen de combler ce vide par des réussites. Une autre chose, c'est de ne plus vous donner d'excuses. Parce qu'en fait, on peut toujours différer à plus tard le fait de rechercher son bien-être. Donc, vous allez créer des situations qui vont l'éloigner de vous. Le fait de passer un examen, le fait de travailler, le fait d'être à la fac, le fait de préparer un mariage, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir un divorce, en gros, votre vie. Et ça peut être une histoire sans fin que de se chercher une excuse. Or, la vie est pleine de rebondissements incroyables, de distractions, de priorités, d'urgences, de bons ou de mauvais moments. Donc, c'est vraiment à vous de prendre un temps, de vous donner la priorité, en fait, que vous soyez la priorité de votre vie, que votre bien-être soit la priorité de votre vie. Et le fait de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête vous permettra d'avoir une place, d'être dans votre famille, d'être dans votre couple, puisqu'on est dans la semaine dédiée à l'amour en couple, d'être dans votre couple de manière plus sereine et donc plus saine pour votre couple. Et une chose que vous pouvez faire, c'est essayer de nouvelles habitudes. Quand vous êtes plus zen, relaxé, reposé, ou encore quand vous vous sentez en forme, vous avez plus de chances de gérer les hauts et les bas dans votre vie. D'un autre côté, si vous êtes fatigué, stressé ou au bord du burn-out, il est plus difficile de mobiliser votre énergie pour surmonter les difficultés. Donc, vous pouvez penser à des activités, excusez-moi, telles que le sport, en sachant que l'idée n'est pas d'aller diminuer, de maigrir, hein. On ne parle pas du tout de cela. C'est vraiment un sport qui permet de changer d'air, de s'aérer, de penser à prendre soin de soi, euh, prendre soin de son sommeil, de votre alimentation. Par exemple, une des habitudes qui peut vous permettre de manger un petit peu plus en conscience, c'est de cuisiner avec votre partenaire. Prenez le temps de cuisiner vos repas, comme le disait un peu plus tôt Nélia. Le fait d'avoir des repas préparés, en tout cas en paradigme contemporain, c'est vraiment quelque chose qui nourrit le fait de manger ses émotions. Donc, prenez le temps de cuisiner vos repas. Comme ça, vous pouvez différer la consommation de nourriture un plus tard. Et peut-être pendant ce temps, ce temps de latence entre le fait d'avoir envie et le fait de pouvoir manger votre repas, trouver des manières de gérer
vos émotions. Et du coup, vous pouvez passer un temps avec votre conjoint ou évidemment, vous pouvez faire un petit peu de relaxation. Nous verrons la relaxation un petit peu plus tard dans le programme Le Sommeil du Bonheur avec M. Kenzo Asani qui nous fera une initiation à la relaxation. Quoi qu'il en soit, faites de l'alimentation des moments sociaux. Parce que parmi les choses que vous pouvez faire pour surmonter la nutrition émotionnelle, c'est de faire appel à quelqu'un d'autre. Et donc, ces moments sociaux vous aideront à mieux gérer les émotions inconfortables. Tu es toujours avec moi, Nélia? Oui, je suis toujours avec toi et du coup je voulais compléter aussi un peu ce que tu disais dans le fait du coup de retrouver plaisir à se faire à manger. C'est vrai que la notion de plaisir, moi, à mon sens, est très importante, en tout cas en matière d'alimentation, parce que l'alimentation, de- c'est pas juste des nutriments. Si c'était ça, bah, du coup, on nous donne de la poudre et de la soupe en boîte et puis c'est terminé, hein. On a besoin de plus que ça. On a besoin de la convivialité qui va avec. On a besoin de se retrouver, si on est en couple, en tout cas dans le cadre de cette semaine pour le thème, en tout cas, c'est vraiment de se retrouver avec l'autre, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Donc ça contribue aussi à, à une meilleure digestion et puis à passer tout simplement un moment convivial en fait, à partager en fait quelque chose de sain et de bon en fait avec l'être aimé. Donc bien manger en tout cas dans le cadre dans le cadre de notre thématique, ça va être aussi apprendre à respecter son corps. C'est pas parce que on n'est pas en accord en fait avec ce que l'autre mange, même si ça peut nous faire du mal en fait intérieurement. C'est pas parce qu'on est en désaccord en fait que cela doit créer des tensions. On peut alterner de temps en temps, peut-être faire des concessions soit de son côté pour essayer de manger avec l'autre et vice versa en fait, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit la croix et la bannière en fait, de passer des moments agréables en tout cas dans le cadre des repas. Donc du coup, se respecter, et c'est aussi respecter l'autre en fait dans sa différence et dans sa compréhension en tout cas de l'alimentation. Euh, Ce que je rajouterais aussi, c'est que la vie n'est pas parfaite. C'est ce que je dis en tout cas à mes clients et clientes. La vie n'est pas parfaite, on n'est pas des hommes parfaits. On est comme on est et dans notre quotidien, il se peut que parfois on est invité dans des endroits où du coup, on, on va s'adapter, on peut Oui, aussi refuser de manger, hein. Tu m'entends? oui, oui, ça y est, je t'entends. Ah ok. Oui, Non, je disais qu'en fait, on n'est pas parfait et que du coup, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, en fait, il va falloir aussi trouver des moyens en fait d'adapter en fait son alimentation pour que cela puisse nous correspondre le mieux possible. Voilà. tout à fait. Euh, Donc, ce que je peux vous dire en conclusion de mes petites tips pour arrêter de manger ces émotions, c'est que vous devez vraiment trouver une manière de vous adapter aux difficultés que vous avez dans votre quotidien. Donc, découvrir l'art de s'adapter aux crises que vous surmontez. Hmm. Et on peut réduire ça en trois stratégies. Donc, c'est vraiment s'attaquer au problème, donc trouver des manières de, de, d'alimenter vos émotions différemment, réguler vos émotions, que ça puisse être par des techniques comme la relaxation, et chercher du soutien auprès des autres, auprès de vos proches. En soi, je dirais que l'une des clés du succès pour arrêter de manger ses émotions, c'est de trouver des manières de retrouver confiance en ses propres capacités de résolution. C'est-à-dire avoir pleinement confiance dans le fait que vous êtes capable au quotidien de poser des actes dans votre vie, de prendre des décisions qui vous amènent à la réalisation de vos objectifs. Et ce sentiment se construit tout au long de la vie. Donc, quel que soit là où vous en êtes, vous pouvez
tout à fait retrouver des habitudes qui vous permettent de manger différemment, de retrouver une alimentation plus consciente, de retrouver plaisir dans le fait de manger. Toutes ces choses qu'on fait naturellement. Donc l'idée, c'est vraiment de vous permettre de retrouver votre manière de gérer vos émotions. Être un petit peu plus en accord avec vos émotions, les accepter, comme on disait plus tôt, et en prendre conscience, donc lâcher prise. Bah, pour conclure, je pense que je dirais... Plaisir. Oui, je t'entends justement. Pour conclure, en fait, oui, je te rejoins en fait Oui. sur ça. Donc, la régulation, la gestion des émotions, en fait, voilà, peut s'accompagner hein, par des professionnels qualifiés. Ce sera d'ailleurs le cas chez Maïna, très très bientôt. Et, bah, au quotidien, en tout cas, moi je dirais de faire étape par étape et étape par étape pour pouvoir aller vers une meilleure hygiène de vie. Donc ça ne se fait pas en un jour comme ça, on ne décide pas d'arrêter ou de modifier en tout cas son comportement, ses émotions. Hein. Les émotions sont vraiment reliées en fait à notre plus tendre enfance. Hein. On a des émotions, en fait, des émotions fortes, en tout cas, qu'on a pu ressentir à l'âge primaire, enfin à l'école primaire, en tout cas, qu'on peut se retrouver encore. Qui vont ressortir en tout cas à l'âge adulte. Donc les émotions, c'est pour pouvoir les accompagner, c'est un travail qui peut se faire petit à petit et l'alimentation va suivre. En tout cas, si on peut retenir une chose, c'est que si on veut modifier en tout cas son alimentation, il y a certains chemins à prendre et en tout cas, le fait de réguler et de gérer ses émotions, c'est un bon début pour pouvoir commencer à changer son alimentation. Magnifique. Merci beaucoup, Nadia. Euh, alors, je m'excuse juste une seconde que je prenne le message de la régie. Ok, apparemment, on a eu un petit problème d'image. Ok. Oui, bah c'est Ben, là, nous avons fini la conférence, chers internautes. Nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais j'ai une idée puisque nous sommes connectés au même compte. Donc, ça doit avoir un lien. Alors, ben, en tout cas, chers internautes, j'espère que vous avez pu entendre le message qu'on vous a délivré aujourd'hui, c'est-à-dire comment arrêter de manger ses émotions et prendre conscience de ses émotions pour pouvoir s'adapter et découvrir l'art de s'adapter aux petits défis du quotidien. Et comme toujours, pensez à liker notre vidéo pour me montrer à quel point ce message vous a été utile. Cliquez sur la cloche pour qu'à chaque fois qu'un live est lancé, vous puissiez être au courant. Et surtout, pensez à partager. L'amour, c'est quelque chose qui se partage. Dans quelques minutes, nous allons commencer la conférence sur l'image de soi et rapport au corps chez les personnes racisées avec Annabelle Bessot qui est psychologue clinicienne et psychologue interculturelle qui exerce en ligne. Nous allons la retrouver dans quelques minutes, chers internautes. Merci de rester en ligne avec nous, restez connectés et nous allons retrouver Annabelle dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir.